Bonsoir tout le monde. Pour ce sixième stream de dev. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas fait de stream, donc celui-là sera relativement court et relativement posé, normalement. Euh, donc je peux faire un stream de à peu près 1 heure et demie, je pense. Et on va essayer de faire du nettoyage dans le code, parce que jusqu'à présent on a codé des trucs un peu à l'arrache, un peu à la one again, et ce serait bien qu'on fasse des choses un petit peu plus propres. Donc notamment, ça va nécessiter la mise en place de fichiers d'initialisation, de paramétrage, etc. Une gestion à peu près correcte des unités. Et puis voilà. Et donc le deal, c'est que il y a Maxime Trebitsch. Alors je sais pas s'il est déjà arrivé, s'il va venir ce soir, mais à la suite du dernier stream, il m'a filé des jeux de données qu'il a fait pour mon stream. Et donc on va essayer de les regarder et essayer de les inclure dans le projet. Et ces jeux de données, c'est des conditions d'initialisation de petits runs de cosmologie. Donc c'est des runs avec pas énormément de particules parce que on peut quand même pas faire des miracles avec ce qu'on a là, mais suffisamment probablement pour faire des formations de filaments de matière noire et trucs comme ça. Donc des trucs un peu funky, mais il y a de la conversion d'unités, il y a des trucs à faire. Donc on verra si on a le temps de se plonger là-dedans. Et qui dit simulation de cosmologie dit que normalement on doit avoir de la périodicité sur le domaine. Donc la périodicité, pour les gens qui ne connaissent pas, si on a le temps, je ferai une petite explication. Mais en gros, la périodicité dans un domaine, c'est comme dans Pac-Man. Vous sortez d'un côté du tableau, vous rentrez dans l'autre, de l'autre côté. Et ça nous permet en fait de simuler un univers vachement plus grand que ce qu'on peut mettre dans notre boîte, parce que malheureusement l'univers il est grand et on ne peut pas simuler tout l'univers dans un ordinateur, enfin l'univers observable. Et du coup, en général, ce qu'on fait, c'est on met des conditions périodiques. Donc c'est comme s'il y avait la boîte la boîte de notre domaine qui était répliquée dans toutes les directions, et donc ça fait comme si on avait un univers énorme. Voilà. Donc on va commencer doucement. Avant, je veux faire quand même un tout petit point du coup sur ce qu'on va faire euh, pour la suite de la chaîne. Donc déjà, voilà, il y a eu une grosse interruption parce que c'est un peu la reprise a été un peu compliquée et un peu plus les vacances quoi. Là cette année, je vais essayer de faire un petit peu plus de stream. Donc probablement entre une fois toutes les 2 semaines et une fois toutes les 3 semaines, je pense. Enfin, voilà, entre une fois toutes les 2 semaines et une fois par mois, pardon. Donc ça ferait probablement une fois toutes les 3 semaines, avec peut-être une fois de temps en temps, une semaine qui saute, etc. Et le but du jeu, ça va être à partir du stream numéro 7, de laisser un peu de côté la gravité et de repasser sur des choses plus hydrodynamiques. Donc j'aimerais bien faire une petite série de streams sur notamment différentes méthodes de discrétisation des équations de l'air. Donc les équations de l'air, c'est un fluide qui est, euh, qui est incompressible. Et Psychorapido me demande si c'est bon si j'ai choisi ma bière. Pourquoi? Est-ce que mon micro est désactivé? Non, mon micro il est activé là, vous m'entendez hein? Moi je vais quand même taper dans le chat. Ah c'est bon, tout va bien. Ouf, j'ai eu peur. Ok, donc ouais, ce que je disais, c'était de faire des streams donc sur les équations de l'air. L'équation de l'air, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. C'est donc trois équations qui permettent de décrire le comportement d'un fluide sans viscosité, sans truc particulier. Et à partir de ça, on a plein de façons de les coder. Et donc, ce sera intéressant de faire quelques streams sur les différentes façons d'approcher le problème et de le coder, etc. Donc, j'aimerais bien me lancer là-dedans. Et ça, je pense, ça va nous prendre facile 6-7 streams aussi. Donc ça prendra, comme ça va un peu étoffer. Et on reviendra plus tard sur faire de l'hydro et de la gravité en même temps, je pense.
mais plus tard, beaucoup plus tard. Voilà. Donc dans les évolutions, comme je l'ai dit un peu plus haut dans le chat, il y a aussi le fait que j'ai envie de rendre ma chaîne un tout petit peu moins miteuse si je fais des streams un peu plus fréquents. Donc vous allez voir sur le prochain écran que j'ai rajouté ma webcam, donc vous allez voir ma gueule pour ceux qui l'ont jamais vue. Mais il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de monde qui n'a pas vu ma gueule, je pense, pour l'instant. Et voilà. Et avec un peu de chance, vous verrez Berlioz quand il aura fini sa sieste et qu'il viendra hurler dans le salon. Voilà, tout à l'heure, vers 21h à peu près. Ok, donc on va passer au vif du sujet et on va passer sur l'écran. Alors attendez juste, je vais me faire mon petit setup et on est bon. Si j'ai oublié de faire ça, évidemment. Et on repasse sur le code. Hop, alors je vérifie juste que la transition se fait bien. Yes, alors, coucou la caméra. Donc voilà, donc je vais juste refaire une toute petite passe sur les codes qu'on a fait les séances dernières, enfin surtout le dernier code. Donc le projet à l'heure actuelle, c'est simulation gravitationnelle, donc on simule des particules qui sont distribuées dans un espace et qui s'attirent les unes avec les autres. Sur les 4 premières séances, on a fait quelque chose de très simpliste, qui était la méthode de sommation directe. Donc chaque particule calcule l'interaction gravitationnelle avec chaque autre particule, et puis on fait ça sur toutes les particules, et puis elles s'attirent les unes avec les autres, et voilà. Et ça, c'est pas très efficace. Excusez-moi, j'ai coupé mon portable. Donc ça, c'est pas très efficace parce qu'il se trouve que c'est un algorithme quadratique. Donc en fait, pour chaque particule, il faut calculer l'interaction gravitationnelle avec les n-1 autres particules. Et donc ça fait n fois n-1 interactions à faire. Donc c'est grosso modo de l'ordre de n carré. Et vous voyez que si vous avez 1 million de particules, ça fait 10 exposant 12 opérations à faire pour calculer une date. Donc c'est énorme et évidemment ça ne tient pas le choc. Donc la dernière session, donc sur les sessions 1 à 4, on a fait problème à 2 corps, problème à n corps, et puis après on l'a parallélisé à partir de la session 3. Session 3, on a parallélisé avec Cocos. Session 4, on a essayé de faire de l'optimisation sur GPU qui a échoué misérablement. Et la session 5, on a fait une autre méthode qui s'appelle la méthode de Barnes and Hutt, où au lieu de calculer toutes les interactions une par une, on se rend compte qu'en fait les interactions, quand elles sont loin, toutes les particules peuvent être groupées ensemble, et donc on fait un arbre hiérarchique qui va diviser en plein de petites cellules, et à chaque fois qu'on veut regarder si une particule est attirée par une cellule plutôt qu'une autre particule, si c'est suffisamment loin, on permet d'utiliser le centre de masse de la cellule. Et ça nous donne un algorithme en n log n. Donc si vous avez 1 million de particules, 10 exposant 6 particules, ça fait 6 millions d'opérations à la place de 10 exposant 12. Donc on gagne quand même 6 ordres de grandeur. Donc c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Et voilà. Donc là, l'objectif, ça va juste être de reprendre ce qu'on a fait en session 5 et puis le nettoyer un petit peu. Alors, on va... Ah, mais vous voyez pas le chat? Pourquoi vous voyez pas le chat? Alors, salut Wararu. Un petit peu d'octri finalement. Ah bah voilà, il suffisait juste que je le mette en fond comme ça. Un petit peu d'octri finalement. Ouais, en fait, on a fait des... Alors, on a fait... c'est pas... C'est un octri sans... Si, c'est un octri. Ouais, si, c'est un octri. Alors, l'avantage de Barnes & Hutt, en fait, c'est que c'est assez agnostique de ta méthode de partitionnement de l'espace. Donc par défaut on fait des octris parce que c'est un truc qui a été bien pavé et qui est bien connu et qui est facile à coder, mais il y a d'autres algos qui sont plus efficaces. Parce que l'objectif, c'est que tu te retrouves à la fin avec, en fait, chaque particule appartient à une feuille de l'arbre.
Donc t'es dans un... Pardon, en fait, surtout, euh, chaque particule est seule dans sa cellule. Donc tu es obligé de subdiviser ton espace de manière à avoir à la fin une toute petite cellule dans laquelle il n'y a qu'une seule particule. Et en fait, quand tu fais des octries, vu que tu coupes au milieu, t'es pas forcément optimal là-dessus, parce que tu vas couper à plein d'endroits qui sont pas nécessaires. Alors que si on fait des arbres de partitionnement binaire, par exemple, donc des BSP, donc on coupe en fait par deux selon une seule direction, donc selon soit l'axe X, Y ou Z, enfin normal à X, Y ou Z, et surtout c'est placé à un endroit où on est sûr de couper en deux sous-espaces, enfin que l'intérieur de ta cellule est coupé en une partition de deux sous-ensembles égaux. Et du coup, ça permet de subdiviser beaucoup plus efficacement l'espace. Mais on va pas aborder ça. Une des raisons pour lesquelles on va pas aborder ça, c'est que quand on va vouloir rajouter des fluides, ça va très très vite être le bordel, parce que en fait l'avantage des octries, c'est que ça nous permet d'avoir en fait le niveau auquel tu te places te donne une relation directe entre le niveau où tu te places et la taille de ta cellule et l'air des surfaces. Et ça, c'est vachement important quand tu fais des fluides, notamment des volumes finis, parce que tu as besoin de ces informations. Donc c'est pour ça qu'on utilise plus souvent des octries plutôt que des BSP ou des choses comme ça dans les volumes finis, pour ce qui est du raffinement de maillage. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par copier notre petit dossier 5 en session 6, voilà, parce qu'on va faire exactement la même chose. Et puis on va aller voir dans session 6. Donc on va juste, hop, c'est make list, on rajoute la session 6, voilà, donc ça c'est fait. Et puis on va juste faire un petit tour de la session 6 pour vous rappeler un petit peu ce qu'on avait fait. Donc on a un main dans lequel, alors vous voyez, on a plein de petits paramètres là qui traînent, là on a G qui traîne, etc. Donc ça, c'est le but aujourd'hui, c'est de se débarrasser de la plupart de ces trucs là pour garder juste l'input à la limite et puis l'arbre, parce que l'arbre on va en avoir besoin, et se débarrasser un maximum des variables globales. Alors l'arbre, on pourrait peut-être le passer en paramètre. Bon, on verra tout à l'heure. Ok, donc notre main, il est là. Donc on utilise la bibliothèque Cocos. Alors encore une fois, pour les gens qui ne connaissent pas, Cocos, c'est une librairie qui permet de faire du parallélisme. Et c'est une librairie qui est très très sympa parce qu'elle permet de faire un truc qui est très à la mode en ce moment, qui s'appelle le portage de performance. C'est-à-dire que on écrit des sections qui vont être exécutées en parallèle dans ce qu'on appelle des kernels. Et ces kernels, ils vont être placés dans en fait une fonction qui s'appelle un parallèle fort. Donc, voilà, qui est géré par Cocos. Et en fait, ce parallèle fort, ce que Cocos va faire, c'est que à l'exécution, pardon, pas à l'exécution, à la compilation, Cocos va, on lui dit sur quoi on veut compiler et faire tourner le code en parallèle, et lui, il va se débrouiller pour écrire le bon code qui va bien pour paralléliser le bout de code qu'on lui a filé. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que je peux écrire le même code qui va être exécuté à la fois sur du GPU ou sur des CPU ou sur des CPU standards comme vous avez dans vos ordinateurs ou des CPU ARM comme ceux qui ont sur des téléphones, etc. Et ça, c'est quand même pas mal appréciable parce que on a une époque où en fait il n'y a plus trop de monopole sur les architectures qui font tourner sur les supercalculateurs. Et du coup, on se retrouve à devoir écrire 5 versions différentes du même code pour pouvoir tourner sur 5 calculateurs différents. Donc Cocos permet de s'abstraire de ça. Et il y a surtout un truc qui est très intéressant avec Cocos, et c'est la raison principale pour laquelle je l'utilise là, parce que clairement les besoins de parallélisation ne sont pas monstrueux. C'est appréciable, mais c'est pas monstrueux. Là, la raison pour laquelle on l'utilise ici, c'est que ça permet de fournir des tableaux multidimensionnels en C++, ce qui n'existe pas nativement dans le langage. Ça fait des années qu'ils essayent de l'introduire, mais ça existe, c'est pas encore standardisé. Et donc Cocos nous permet de faire ça. Donc ça, c'est quand même vraiment appréciable. Donc ça marche, voilà, on initialise la lib, on finalise la lib, et après on a des structures que je montrerai qui sont dans... ça va être dans param, dans tree ou dans particular. Ok, donc on initialise la librairie,
On met le temps à 0, l'itération à 0, l'identifiant de la sauvegarde, donc ça c'est juste un truc pour dire quand on fait écrire un snapshot, ça va être snapshot numéro 1, snapshot numéro 2, etc. Ensuite on initialise le système, donc ça c'est la fonction init qui est au-dessus. On crée des particules, un ensemble de particules. On attribue la valeur de G, qui est la valeur de la constante gravitationnelle. On se débarrasse du vecteur d'input, parce que init va charger les particules dans un fichier input. Donc tout ça, on va nettoyer ça là. Aujourd'hui, ça va être ça le but. Et puis après, on sauve les conditions initiales. Donc ça, je vous montrerai aussi la fonction. Et puis on itère tant que le t courant, donc le temps actuel est inférieur au temps maximum de la simulation. On itère. On remet à 0 les accélérations, on construit l'arbre Barnes and Hut, donc ce que j'avais dit tout à l'heure. On calcule les accélérations sur cet arbre, on met à jour nos particules, et puis si on a besoin de sauver, ah ben on sauve. Voilà. Et puis on avance de delta t, et on itère comme ça jusqu'à la fin de la petite simu, et puis bah, on finalise la librairie. Coco se débarrasse de tout ce dont elle a besoin de se débarrasser, et puis on retourne on sort. Et donc l'init, comment elle marche? L'init à l'heure actuelle, donc on passe un fichier sur la ligne de commande, donc qui est là, qui est filé dans le file name. Et file name est ouvert. Première ligne, il va y avoir G. Deuxième ligne et troisième ligne, il va y avoir le nombre de particules, le nombre de traceurs. Alors ça, c'est parce que dans la session 2, on a fait des particules massives et des particules non massives. Maintenant, on n'a que des particules massives. Donc ça, c'est plus trop à jour. Et normalement, la plupart des trucs dans les datasets là, que j'ai, c'est, vous voyez, il y a 0 pour le nombre de particules non massives, les traceurs. Et voilà, et puis après, bah, on charge tout dans un vecteur de particle host. Alors, on reviendra sur les structures tout à l'heure. Ok. Voilà, et alors la construction de l'arbre, je ne vais pas repasser dessus, mais vous pouvez aller voir le stream numéro 5 pour la description. Donc en gros, on sépare, on calcule une bounding box, on sépare les particules à gauche et à droite selon chaque dimension, et puis on distribue les particules dans les cellules et on itère comme ça. Et la sauvegarde de la solution, c'est donc les fichiers .3D de ParaView là qu'on a déjà vu, qui sont des fichiers très basiques avec juste une position pour chaque particule et puis un float qu'on peut filer qui va donner une valeur variable qu'on peut donner en paramètres. Donc ça va être ce que vous voulez, quoi. Une masse, une vélocité, une accélération, ce que vous voulez. Voilà, donc les particules, juste pour revenir, donc on a, alors, juste pour revenir sur, ça peut plutôt dans Params, je pense, ouais, voilà. Donc Cocos sépare deux espaces d'exécution, ce qu'on appelle le host et ce qu'on appelle le device. Et le host, c'est votre CPU, voilà, c'est là où on charge des données, on échange des trucs avec le disque dur, on fait des petits calculs s'il y a besoin, etc. Et puis le device, c'est là où on fait les calculs. Donc des fois le device peut être le host, par exemple si je compile avec OpenMP, le device et le host seront tous les deux sur le CPU, donc les espaces mémoire overlap et puis c'est la même chose. Mais si c'est sur le GPU, il faut bien faire la différence parce que la mémoire c'est pas la même, donc il faut envoyer des infos sur le GPU, il faut en rapatrier quand on a besoin, etc. Donc voilà, donc là on a bien des choses qui sont estampillées host et des choses qui sont estampillées rien du tout, et si c'est rien du tout, de base ça va s'exécuter sur le device, hein. Donc on va dire 4 structures, hein, ce qu'on appelle le data array qui va être donc un tableau à 2 dimensions de double. Donc ça va être nos particules avec tous les champs qui sont associés, et les champs c'est ceux-là, hein, c'est donc position x, position y, position en z, la masse, la vitesse en x, la vitesse en y, la vitesse en z, l'accélération en x, l'accélération en y, l'accélération en z. Particle host, c'est juste un array, donc c'est un tableau fixe de double avec field count, donc le nombre de champs qu'on a pour chaque particule. Donc ça représente une particule, c'est juste un tableau sur le CPU dans lequel on va stocker temporairement les données. L'idée, c'est de construire ce tableau en chargeant le fichier de données, et après, tout ça, on le recopie sur le GPU dans un data array qui va vivre sur le GPU et qui va faire ses calculs sur le GPU. Voilà, et puis particules, alors tripart, je sais plus à
quoi ça nous sert, mais voilà. Voilà. Et donc nos particules, c'est en fait le système de particules, c'est une structure dans laquelle on a trois fonctions, la mise à zéro des accélérations, le calcul des accélérations et puis la mise à jour. Et si on va voir ce que c'est, donc la mise à jour, donc là le reset des accélérations, c'est un foncteur, donc c'est une structure qui va avoir une petite un opérateur comme ça. Donc on applique ce foncteur sur un array qui est le data array qu'on va avoir, donc nos particules, et puis en fait ce qu'il met, c'est juste il prend la particule i et puis il met l'accélération à 0 sur chaque dimension. Sur les accélérations, c'est la même chose. On a donc un foncteur qui s'appelle compute acceleration et puis qui va prendre un data array, un arbre, donc l'arbre de Barnes & Hutton. Alors en fait il prend une cellule parce que c'est la racine et puis toutes les autres cellules sont contenues dedans. Alors c'est pas une structure qui est forcément très très optimale, et puis on calcule les accélérations en fonction de ça en demandant gentiment à l'arbre de nous renvoyer l'accélération pour chaque sous-particule de cette particule. Voilà, et puis en dernier on a la mise à jour, donc là c'est toujours l'algorithme saut de mouton, le leapfrog, donc on met à jour les vitesses d'abord, puis on met à jour les vitesses les positions des particules, et puis voilà. Donc ça, cette partie du code, on va pas trop y toucher, hein. Le but c'est de rajouter un petit peu de matière autour pour que ce soit un petit peu plus propre. Donc vous voyez qu'on a ici plein de paramètres, on en a qui traînent dans params, Theta-crit. Donc Theta-crit, c'est le paramètre qui nous permet de discerner avec l'algorithme de Barnes & Hutton si on veut prendre ou non une cellule. D'ailleurs normalement ça doit être plutôt 0,1 que 1, mais c'était sur les tests qu'on avait fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une structure qui regroupe tous ces paramètres et puis on va la remplir avec du coup plein de choses qui vont être après chargées dynamiquement au moment de l'exécution, au runtime et pas à la compilation. Donc tout ça là, tac. Alors on perd le statut de constext, donc c'est plus des choses qui sont remplacées à la bourrin au moment de la compilation, mais c'est pas grave, c'est pas très très grave. Alors Theta-crit, on a dit par défaut c'est 0,1, c'est frec c'est 100, 0,6. Alors ouais, on va aussi rajouter un petit peu de doc là, que ce soit un peu plus propre. Donc ça, c'est ce qui s'appelle le Opening Criterion. J'ai écrit en anglais ou en français dans les commentaires jusqu'à présent? En français, d'accord. Critères d'ouverture. Critères d'ouverture pour l'arbre. Donc en fait, ça c'est juste l'angle qui nous dit si la cellule distante doit être prise sur son centre de masse ou s'il faut qu'on descende plus bas dans l'arbre. Alors Psycho Rapido dit on sait que t'es content quand c'est bourrin. J'aime bien coder les trucs bourrins parce que coder les trucs fins en fait ça prend vachement de temps et c'est plus dur à faire dans un stream. Alors CFREC c'est la fréquence de sauvegarde en pas de temps, en itération on va dire. N0 c'est nombre de zéros de padding dans le nom de fichier, dans le nom des sauvegardes. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça c'est bien. Tmax, ça va être important. Temps maximum de simulation. Et ça on a dit donc Tmax c'est égal à 1. On a le DT initial, donc enfin le DT tout court, pas de temps. Donc ça c'est pareil, c'est un truc qu'il faudrait qu'on fasse un jour, c'est le pas de temps adaptatif quand même, parce que c'est pas très, c'est pas globe d'utiliser un pas de temps non adaptatif. On est au 21e siècle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a G. Hop, constante.
gravitationnel. Et alors G, on va le prendre à, par défaut, 6,67, 10-11. Voilà. Je la prends à 6,67, 10-11 ou à 1, je sais pas. Salut Sibrt. Bienvenue. Donc voilà, là on a notre petite structure de paramètres. Et donc le premier truc qu'on va faire, c'est la charger. Donc là, je dégage ça parce que ça n'a plus de raison d'être. On va quand même mettre un petit peu de commentaires. Donc ça, c'est vecteur de particules lu depuis la ligne de commande. Et ça, c'est arrow de bars and hot. Voilà. Et oui, il y a un truc qu'on a oublié ici, c'est fichier d'input. Là, c'est un string. Ça va être du coup input file name. Et puis on va aussi faire préfixe output, préfixe. Et puis on pourrait même être taquin et se proposer d'avoir un champ en plus pour le fichier .3D, mais on verra ça plus tard. Ok, donc tous ces trucs là, c'est des choses à lire dans un fichier. D'accord. Donc en fait, ce param là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le lire depuis un fichier. Okay. Et en fait, là, ce qu'on va faire, c'est que on va se servir d'une petite lib que j'aime bien, qui s'appelle ini-h. Alors vous la voyez, là, je l'ai chargée, on est sur GitHub. Et ini-h, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, c'est un parseur de fichiers .ini. Et donc il y a un premier repo qui fait ça en C, et ça c'est une version header only, donc on n'a pas besoin de compiler un truc ou d'inclure de manière un peu sioux des machins. On a juste à inclure le header et ça nous file une petite structure qui s'appelle ini-reader là, et on lit un fichier directement, et comme ça après on peut charger des int, des strings, des réels, des booléens, etc. Donc on va faire ça. Donc comment on fait? On va dans notre ligne de commande, on a copié le nom du fichier, on va faire git submodule add le nom du repo. Voilà, donc normalement il est là, il est dans ini-h. Voilà, j'ai mon ini-reader.h. Donc maintenant, alors je vous rappelle qu'on a déjà initialisé à la session, c'était quoi la session 2, session 3, les repos externes, enfin les submodules dans Git, de manière à pouvoir importer Cocos. Donc normalement on a tout ce qu'il nous faut. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais le charger external ini-h ini-reader.h. Voilà, je vais le mettre en dessous après. Et donc là j'ai ini, alors on va copier ça depuis ici. ini-reader, on prend le file name et là on a nos petits fichiers. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire reader.getReal. Alors ça, on va dire que c'est dans une... alors la méthode pour faire les fichiers .ini, alors là je vais en rajouter un. Donc là on a dataset et puis je vais aller dans... je vais faire un nouveau dossier qui va s'appeler settings. Voilà, on va le mettre juste... c'est chiant ça avec Visual Studio Code, je vais le mettre là. Voilà. Settings ici, et là on va créer un nouveau fichier qui va s'appeler... alors comment je vais l'appeler? Mes dataset, là j'ai... box1, je me rappelle même plus de ce qu'on avait fait. J'avais un box, allez, box 10K là, c'est bien ça. Tac. Donc nouveau fichier, box 10K.ini. Et donc un fichier ini, ça s'écrit comment? On a des sections. Et dans ces sections, on a des paramètres. Donc là, tmax égale 1. Voilà. Barnes and Hut, donc θcrit égale 0,1. Je vais faire un physics. Et là, je vais mettre g égale 1. dt, c'est 10-2. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... ah oui, alors, saves.
Donc save frac égale 100. On va mettre n0 égale 6. De quoi d'autre on a besoin? Donc tmax dt c'est bon, g c'est bon, tetacrit c'est bon. Ah oui, donc input file name, ça va être dans ça va être ah, alors il faut qu'on fasse les choses bien. Ah, alors on me demande sur quel OS. C'est Ubuntu, c'est Xubuntu pour être précis. Je sais pas si on dit Xubuntu ou Xubuntu, Xubuntu, mais voilà, c'est un Ubuntu un peu light. Je me demande, ça va la taille. Dites-moi dans le chat si ça va la taille du texte, que je zoome si c'est trop petit. Alors pour les file names, ce qu'on va faire, c'est parce que il faut pas que je fasse de bêtises. Donc bon, je vais taper data. Non, je vais les chercher directement dans dataset et puis on fera ça bien. Donc point date et puis donc dans saves, je dois avoir un truc du genre output préfixe et ça je vais dire que ça va être box 10K. Voilà. Ok. Donc tout ça, c'est ok, on me dit que ça va, sauf Psychorapidou qui comprend rien. Très bien. Donc ça, c'est mon fichier ini. Ça va être mes différentes, donc voilà, mes différentes sections dans mon fichier d'input. Et puis les différents champs que je vais charger. Donc maintenant, on va faire ça. Donc là, alors on va les prendre dans l'ordre dans lequel je les ai mis dans le fichier. Donc tmax c'est égal à inreader. C'est pas du tout inreader, c'est reader.getReal. Voilà, c'est dans la section run et c'est tmax et la valeur par défaut ça va être 1. Okay. Et là on va se contenter juste de répéter ce qu'il y a dans le fichier ini, mais on pourra changer après. Voilà, input file name c'est reader.get run. Et puis là on va laisser vide par défaut et puis on fera un check input file name égale là. On fera ça après. C'est frec dans saves, c'est frec tous les 100 n0, donc le nombre de zéros qu'on rajoute à la fin pour padder le numéro d'itération, donc ça va être toujours un endroit, et puis on va commencer avec 4 par défaut parce que c'est 6, je me souviens plus si on faisait beaucoup d'itérations. Et output préfixe, c'est juste un string qui va nous donner voilà. Et par défaut, ça va être le file name d'input. Donc c'est juste en fait notre save, ça va être output préfixe point 0003 par exemple point 3D. Voilà. Ça va ressembler à ça nos noms de fichiers. Ok, ensuite on a la section Barnes and Hut. Donc là on a tetacrit, c'est égal à reader.getReal Barnes Hut tetacrit 01 et G reader getReal physics G, et puis là ça va être voilà. Donc là on va mettre les unités tout à l'heure, mais pour l'instant on reste sur juste 1 et puis les unités par défaut, on se fout un peu pour l'instant. Bref, on verra. Ok. Donc ça c'est bon, on a chargé nos paramètres, et maintenant les paramètres, le problème c'est que les paramètres ils vivent sur le CPU par défaut, donc il va falloir les envoyer sur le GPU.
Donc pour ça, c'est-à-dire qu'il va falloir les passer à nos foncteurs à chaque fois qu'on fait des appels pour qu'ils puissent s'en servir aux endroits où on en a besoin. C'est-à-dire que par exemple, le foncteur reset acceleration, on s'en fout un peu d'avoir les paramètres, quoi. Ça servira pas à grand chose. Donc là, on va commencer par les lire, ces paramètres. Donc pour ça, donc là, notre init, maintenant, il va plus prendre le fichier d'input de base, il va prendre le fichier qui va être le fichier d'init. Donc on n'a plus besoin de lire ça. Enfin si, ça on va le lire, mais c'est après. En fait, on va juste... donc là, on va renvoyer un params, qui est notre truc de paramètres. Params, là on initialise ici. Donc, file name. Voilà. Donc là, on crée un fichier, un truc de paramètres, quoi, une structure de paramètres qui va être lue à partir du fichier qu'on passe sur la ligne de commande. Donc, bon, en théorie, il faudrait qu'on vérifie que ça existe. On va pas vérifier tout de suite, donc on verra si ça déconne trop. Et donc ce truc là, à la place d'être filename, maintenant ça va être params.inputFilename. Ok. Donc la première ligne c'est plus G parce qu'on n'a plus besoin, mais on a quand même NP et NT. Et en fait, je suis en train de me dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégager NP et NT et plutôt on va faire while fin.wood. On lit ça. Normalement, on va voir si ça plante ou pas. On va voir. Parce que c'est peut-être après la lecture qu'il faut que je fasse le test. Mais... ouais, on verra. Ok. Ok. Et donc là, ici, donc maintenant on a un params qui est initialisé par l'appel à la fonction init sur argr. Ok. On crée nos particules et nos particules. Ah, alors j'initialise, c'est vrai que j'utilise les initialiseurs C++, on va faire ça proprement. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Donc là j'ai p.g, ça j'en ai plus besoin. Et donc mon objet particles, je vais lui passer mon params aussi. Ok. Et il faut que je le passe par copie pour qu'il puisse le recopier sur le GPU quand lui il en a besoin. Donc là j'ai params. Je sais même plus si on servait du GPU finalement pour ça, mais bon peu importe. Paramètres du run. Ok. N c'est le nombre de particules. C'est pas un paramètre donné à l'initialisation, c'est un paramètre qui vient du jeu de données, donc lui on n'y touche pas, on le laisse se débrouiller avec. Ok, et donc là j'ai besoin ici d'avoir un params, tout simplement, on peut même le passer en constante, hein, voilà. Et donc dans particles.cpp, je vais lui passer à l'initialisation ici. Voilà. Donc là on va faire ça comme ça, params, const params et params. Ouais. Et donc ici j'initialise n et j'initialise params. Voilà. Donc ça recopie juste le params que je passe en paramètre au param qui est ici. D'accord. Donc ça c'est bon. Alors n, c'est input.size, ok, très bien. Très bien. Donc là on a ça. Alors là vous voyez par exemple que Compute Acceleration il y a besoin de G. Donc je vais faire params.g. Et normalement on a besoin aussi dans l'arbre. Ouais. On va avoir besoin de passer aussi le θcrit ici. Donc je vais le passer. θcrit. Parce que ça on va en avoir besoin dans l'arbre et maintenant c'est plus accessible depuis l'extérieur. Donc voilà, ici c'est le G et puis on rajoute double θcrit. Hop, et voilà, et là θcrit encore une fois.
N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Je regarde un petit peu. D'accord, ça parle beaucoup, très bien. Ok. Et donc ici, on n'a pas de θ-crit, mais on va le rajouter là. Voilà. Ok. Donc là, on a grosso modo toutes les. Ah oui, c'est aussi ici. Oui, pardon. Donc je rappelle, hein, le foncteur, en fait, il a une fonction statique, donc qui est appelée en dehors et qui initialise le foncteur et qui l'applique sur les données. Donc c'est un peu une vision borderline, borderline fonctionnelle. J'espère que JVM n'est pas sur le chat, sinon il va encore me reprendre. Mais c'est voilà, c'est une approche fonctionnelle du C++. Donc c'est pas du fonctionnel, mais c'est ce que C++ a fait pour que ça ressemble un peu à du fonctionnel. Donc on a un objet fonction qu'on va appliquer sur un jeu de données. En gros. Voilà, donc là on a ça, θ-crit et tout. Donc ça c'est bon. Alors je vérifie juste calculate acceleration et là il va falloir que je rajoute mon θ-crit aussi. Parce que du coup je l'ai pas, mais c'est pas très grave. Hein. Voilà. Il y a un dernier truc que je vais faire dans Particles, c'est que je vais... Non, c'est bon, il y a mon param, sinon tout est bon. Tout est bon. Et donc ici, alors là c'est mon petit code Barnes & Hut. Donc le θ-crit il est demandé là et il n'existe plus maintenant en global, donc on va juste le passer en paramètre. Et on le passe dans la fonction récursive, hein, parce que là c'est une fonction qui s'auto-appelle. Donc on l'appelle à la racine de l'arbre, et puis après à chaque sous-cellule, on réappelle la fonction sur chacune des sous-cellules s'il y en a, de manière à ce qu'on parcourt tout l'arbre comme ça. Voilà. Donc là c'est ça qu'on fait. Vous voyez, si on est sur une feuille, non, si donc on calcule l'angle d'ouverture, s'il est inférieur à θ-crit et qu'on a une particule à l'intérieur, enfin au moins une particule, non pardon, c'est si l'angle est inférieur à l'angle d'ouverture ou qu'on n'a plus qu'une particule, on calcule l'interaction, et sinon on parcourt les enfants de la boîte courante et puis on applique la fonction sur chacune d'entre elles. Donc voilà, donc là normalement on a tout ce qu'il nous faut pour faire notre petit run. J'oublie certainement des choses, donc là on va faire ce qu'on fait toujours, c'est-à-dire de compiler. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc là on est bien sur du Cocos en OpenMP, c'est bien. Architecture, configure, incomplete. Alors pourquoi? Je vais faire un petit RMRF ici, donc on est dans le dossier de build, on peut cmake. On va construire en info et puis ça. Alors qu'est-ce qu'il aime pas? Voilà. Il n'y a pas de type par défaut. Cocos enable OpenMP. Et puis je vais faire un petit. Je vais pousser ça qui gêne un peu, que vous voyez mieux. Donc Cocos enable OpenMP, Cocos on lui file l'architecture, moi je suis en Broadwell. Alors pourquoi il n'est pas content? Matching option found Cocos enable OpenMP. Bah non mais c'est bon ça. Ah, par contre c'est arc BW on. Alors, on refait. Alors pourquoi il n'est pas content cette fois-ci? C'est make session error, add executable, can create tag. Ah oui, bah oui, pardon. J'ai oublié un tout petit détail, c'est que dans ma session 6, j'ai mon CMake list et que ça s'appelle session 6 et plus session 5. Voilà. Ok, et c'est mieux. On fait un petit make. On parcourt les enfants online coding. Oui, j'avoue. Ça nous fait faire des phrases un peu bizarres parfois. Alors, pas content. Pourquoi? No such file or directory dans eternal ini hash. Ça c'est parce que je suis dans le dossier. Alors, hop, on va aller dans param et puis on va faire un petit point slash. Voilà. Parce que le. Ah non. Point. On va y arriver. C'est bon.
Alors, pourquoi il n'est pas content? Oui, alors voilà, tous les trucs qui nous manquent. Donc, no return function dans alors, main 28. Allez, hop, on ferme tout. On ferme tout et puis on va aller voir. Alors, main, ligne 28, effectivement, on est censé retourner params. Voilà, donc ça c'est bien. Et ensuite, alors sur les outputs, qu'on n'a pas fait les choses. Donc ici, à la place de gravity, maintenant ce qu'on veut, c'est. Alors il nous faut params épais. Voilà, tac. Donc il nous faut ici le préfixe, donc ça va être p. Params.output préfixe plus un petit underscore ou un point, mais là on va mettre un petit underscore. Set fil sur les zéros, donc on veut rentrer un nombre et ce nombre on veut qu'il soit padé avec des zéros. Donc si c'est plus petit que, je sais pas, si on a 6 zéros et que c'est plus petit qu'un million, et ben ça va faire rajouter des zéros devant. Params.n0 iteration. Donc là ça va faire, voilà, c'est ça. Output préfixe underscore 0, machin. Et puis voilà, et donc ici il nous faut params, ici ça va être params.tmax, ici ça va être update params.dt, params.cfrec, params.dt, et ici il faut qu'on passe le params. Et voilà. Donc ça alourdit un tout petit peu des choses, mais c'est pas non plus catastrophique. Voilà, ça a l'air de marcher. Alors on va faire un truc aussi, c'est que là à l'heure actuelle, l'ouverture du fichier, elle va se faire dans le dossier. Donc le fichier .ini il va être lu et ouvert, et en fait il va être le fichier d'input va être cherché dans le même dossier que l'exécutable. Donc là on va faire un truc un peu moche, et puis on verra plus tard si on a mieux, mais pour l'instant voilà. Donc input file name c'est égal à, donc on va dire // parce que là on est dans, c'est ça, on est dans build // plus juste params.input file name plus, non pardon, // dataset, c'est ça, slash params.input file name, voilà. Et lui c'est lui qu'on va ouvrir, voilà. Donc comme ça il va directement chercher dans le bon dossier où sont les trucs. C'est pas cleanest de cleanest, mais bon. Et donc ici on n'a plus besoin de ça, normalement. Voilà, et notre box10k.ini il est là, et normalement c'est bon. Alors on va tester. Donc je refais une petite passe de compile pour prendre en compte les derniers trucs que j'ai fait. Hop. Et puis on va faire, alors cp session 6, ouais ça aussi c'est pareil, il faudrait que je règle ça, mais bon. Donc là on a gravity. Ok, et donc settings, alors voilà, box10k.ini. alors il a trouvé aucune particule, très bien. Donc ok, donc pourquoi, alors on va faire un petit debug ici, s'il y a aussi une toute famille, plutôt après l'avoir défini ce serait mieux. Hop. Alors j'en profite si vous avez des questions ou si c'est pas clair, hein, n'hésitez pas. Ah, alors. Ah oui. Fâcheux. J'avais oublié qu'il n'y a pas besoin des guillemets pour faire des strings là-dedans. Voilà. Mieux. Alors, segfault. C'est un autre problème.
Donc, pour régler un segfault, on est en OpenMP, donc c'est pas trop la galère. On va juste passer en monothread. Donc monothread, c'est un petit alias, je sais pas si je l'avais montré la dernière fois, que je me suis fait, qui du coup juste demande à OpenMP de tourner sur un seul thread. Donc comme ça, on n'a pas besoin de toujours switcher avec les exports et tout ça. Et j'ai aussi voilà, un alias qui s'appelle fullthread et qui repasse à 16. Donc, hop, petite passe de GDB. Gravity. On va faire un run sur dataset settings, box 10K. Là, ça plante. Pourquoi? BT. On est dans distributed particles. Ah, c'est fâcheux ça. Ça marchait bien avant, non? Continue paging. Ok. Alors pourquoi? Alors on va commencer peut-être sur un arbre plus petit. Donc on va faire le box 1K. Voilà. Et puis le box 1K, il faut qu'on aille le corriger pour dégager ça. Voilà. Ok. Normalement il n'y a pas besoin de faire de make. Alors, saving initial conditions, on l'a là. On a bien. Alors, ouais. On relance juste pour voir. Je vais rouvrir ma fenêtre à côté et je vais faire un petit paraview. Voilà. Et view. Comment il s'appelle? Box 1K 3D. Ça a disparu. Ah, c'est fâcheux ça. Est-ce que... Ah, j'ai fait fumer mon ops. Non, c'est bon. Vous voyez mon terminal? Ah, ça a l'air d'être revenu. Bon, bah je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a tout effacé, très bien. Alors, dans Paraview, du coup, c'est bon. On a bien une petite boîte avec des particules et tout. Ok, cool. Alors, pourquoi on a un segfault? La grande question. Donc c'est dans Distributed Particles. Alors j'ai pas touché au code, donc je suis un peu surpris. Distributed Particles. Distributed Particles, c'est... Alors ça se passe à quel moment Distributed Particles déjà? Distributed Particles. C'est dans Build Tree, donc c'est normalement... Ouais, à chaque étape. Ok. 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 Et donc, oh là là, je suis perdu dans mes fenêtres. C'est bon. Donc on refait une passe de GDB. GDB Gravity. Je regarde le chat en même temps, c'est pour ça que j'ai des petits ralentissements. Donc on est sur du pushback dans Distribute Gravity. J'ai pas les infos de debug. Alors on va faire les choses bien. RMRF again. On va relancer notre commande CMake avec. Ah oui, c'est parce que c'est rel with deb info et pas debug info. Tant pis. On relance en mode full debug, comme ça on a toutes nos infos pour faire tourner notre petit run. Alors CP, session 6, gravity et ./gravity, session, ok, ouais. Box 1K, toujours segfault, ok. Ok, donc backtrace, qu'est-ce qu'elle nous dit? Pourquoi elle nous indique toujours pas les lignes? Bon, c'est pas grave, on va essayer de faire 100. Je suis un peu surpris que... Bon. Donc, distribute particles. Très bien. Et c'est dans un pushback. Donc, est-ce qu'il y en a beaucoup des pushbacks dans mon distribute particles?
particles, ok. Alors, j'ai un pushback ici, j'ai un pushback ici. Donc on va faire ça à la bourrin, parce que j'ai pas le droit d'avoir la ligne où c'est. Donc on va faire ça à la gros bourrinos. Parce qu'on aime bien ça, comme disait Psycho Rapido. Alors là, c'est l'avantage, c'est qu'on fait ça sur CPU, donc on va pas avoir trop de mauvaises surprises. Quand on fait du debug sur GPU, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Déjà, on peut pas servir des fonctions de print de C++. Donc on est forcé de faire du printf et puis ça fait plein de print parce qu'il y a plein de threads qui s'exécutent en même temps. Alors que là, vu que je suis en monothread, je revérifie que je suis en monothread, voilà. Normalement, je vais en avoir qu'un seul qui va printer à la fois, donc c'est quand même bien lisible, quoi. Alors, donc c'est dans un subpart pushback. Pourquoi? Ah, mais je sais pourquoi. Je sais. Faites voir ça. Eh oui, j'ai mis une particule. Pourquoi j'ai mis une particule? J'ai mis une particule parce que c'est bien ce que je disais au début. Ça va pas suffire. Il faut que je le teste ici. If fin, alors note fin.good break, voilà. Et comme ça, on s'assure, parce que là, en fait, il lit une particule en plus qui correspond. Pourquoi il ne va pas sortir de ça? C'est quoi cette blague? Il lit une particule de plus qui correspond à la ligne vide à la fin ou à l'end of file, et du coup il lit de la merde qui va stocker dans le vecteur, et potentiellement du coup ça fait des positions qui sont complètement en dehors de la boîte, et ça fait plein de subdivisions de la boîte pour arriver à toucher la particule qui est impossible à avoir, quoi. Donc session 6, gravity, et puis alors on va voir si mon pronostic est le bon. Bah oui, il est le bon, voilà. Donc là, ça tourne. Alors par contre, il a l'air de mouliner. C'est peut-être parce que je lui ai justement dit de pas trop sauver. Donc on va faire ça. Box 1K, c'est... Ah oui, puis il tourne en monoprocess là aussi, c'est ça. Je vais sauver toutes les itérations. Vu que j'ai un DT de 10-2, ça va faire 100 fichiers à la fin. C'est bien. Donc vous voyez que là l'avantage d'avoir un système comme ça, c'est que j'ai pas besoin de recompiler, alors que les dernières fois je faisais plein de recompilations pour changer les paramètres à chaque fois. Ouais, c'est bien ça. Ah oui, et donc je repasse en full thread. Voilà, bon, ça va quand même un peu plus vite quand on est à full thread. Alors vous voyez qu'il n'y a pas assez de thread pour saturer mon utilisation CPU si vous le voyez en haut. Mais c'est déjà pas mal. Puis on fera sur 10K après. Donc là, voilà, chaque update, hein, c'est du coup donc pas 1 million de calculs, mais 3, 10 exposant 3000 calculs. Donc c'est pas monstrueux, mais c'est pas. Je suis surpris que ça aille si lentement, on va dire. C'est pas très grave. On va regarder ce qui se passe. Hop, on charge tout ça. Ça a tout cluster. Ça n'a pas dû sauver la condition initiale. C'est ça qu'il soit. Bon. Et puis ça part loin parce que c'est un call collapse. Et que du coup, il n'y a pas de. Parce qu'elles n'ont pas de vitesse à l'origine, les particules, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça, elles sont toutes à 0 à la base, donc c'est pour ça que ça fait un peu n'importe quoi. Donc on va faire du 10-4 et puis on va sauver tous les 100.
est-ce que je pourrais pas le faire tourner sur... Ah, alors... c'était peut-être... je vais essayer avec un θ de 1 pour voir si ça va plus vite, mais normalement non. Je repasse sur 10. Pardon. Je fais des petits tests. Ah oui, c'est ça, oui. Donc θ à 1, ça va plus vite. Mais est-ce que c'est de la merde? C'est très probablement... Sur θ, il est calculé comment? Qu'est-ce que j'avais dit la semaine dernière? Ou la semaine dernière, au dernier stream. Attendez, hein, je regarde vite fait ce que j'avais dit. Ouais, c'est ça, non, c'est à 1 en fait qu'on le met par défaut. C'est moi qui avais mal. Ok, donc parce que si à 0,1 en fait l'angle est tellement petit que ça. L'angle est tellement petit que c'est que les interactions à très longue distance en fait qui vont être moyennées et du coup c'est quasiment du n, c'est ça, du n carré. Ouais. Alors on me dit alors je regarde un petit peu le chat, ouais. Il y a assez de threads pour faire laguer ta cam par contre. Ah ouais, faudrait peut-être que je sais pas si ça va aider que je fasse tourner sur un thread de moi en fait. Mais ça pourrait être potentiellement un truc. Ok, alors je vais repasser sur 10-4 du coup, et puis je vais faire un donc θ à 1, c'est frec à 100. Et puis on va laisser tourner un tout petit peu pour voir ce que ça nous dit. Voilà. Donc, bon, résumé des courses. Alors, il est déjà 21h15, vous voyez, ça nous a mine de rien pris un petit peu de temps de mettre ça en place. Mais donc résumé des courses, voilà, on est passé d'un système un peu bourrin avec plein de trucs hard-codés à maintenant on a plein de choses qu'on peut changer au runtime. Et donc si je veux faire un test justement avec un θ différent, bah, j'ai pas besoin de tout recompiler. Donc ça c'est quand même une plus-value non négligeable. C'est quand même très intéressant. Bon, ça va prendre 1000 ans en fait de tout regarder là. Bon, j'interromps ça. Ok. Alors, la prochaine étape, c'est la normalisation physique. Est-ce qu'on fait ça maintenant? Sachant que je m'étais dit 1h30 et que ça fait déjà 1h15. Enfin, ça fait ouais, une heure. Une bonne heure. Bon, on peut commencer à y réfléchir. Donc, un truc qui est assez important en physique, c'est, je ne vous apprendrai rien, je vais passer en mode tablette, donc ça va arrêter de ramer. Oui, j'ai commencé il y a 1 heure, effectivement. Alors, est-ce que ça passe en mode tablette ou pas? Ah, c'est bon, ça passe en mode tablette. Okay. Donc, un truc qui est important en physique, c'est les unités. Et croyez-le ou non, c'est de la merde la gestion des unités, c'est une horreur, on se plante tout le temps et c'est des sources de bugs assez violents. Alors pourquoi on a besoin de gérer les unités? On a besoin de gérer les unités parce qu'il se trouve que pour des questions de précision machine et de troncature sur la manière dont en fait les nombres à virgule flottante, donc les réels, les doubles, etc., sont représentés sur un ordinateur, il vaut toujours mieux essayer d'avoir des choses qui sont du même ordre de grandeur. Parce que sinon, en fait, dans la précision, on va perdre de l'info, etc. Et on se retrouve des fois avec des soucis juste de troncature. Quoi. Ah, on va être interrompu par un petit chat, peut-être. Bref. Donc les unités, c'est quelque chose qui est toujours assez chiant à gérer. Et donc là, on va dire qu'on a une visée... cosmologique. Donc nous ce qu'on aime bien c'est définir G et généralement G en Cosmo il va être égal à 1, donc la constante gravitationnelle. Et alors il se trouve que G s'exprime en
Donc c'est des mètres. Alors que je dis plus, ça fait longtemps que j'ai pas fait. Ça va être des mètres cubes par des kilogrammes moins 1 par des secondes moins 2. Et voilà le petit chat qui vient marcher sur la tablette. Allez, hop. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Mètres cubes par kilogramme par seconde moins 2. C'est ça. Donc, il y a des gens qui sont là pour le chat. Ben, il va passer en fond. Il va passer en fond et puis on l'entendra probablement un peu plus tard. Ok, donc vous voyez que G c'est ça, et puis les grandeurs qu'on manipule c'est des positions, et les positions bah, c'est en mètres. On va manipuler des masses, donc ça c'est en kilos. On va manipuler des temps, ça c'est en secondes. Et on va manipuler des vitesses qui sont en mètres par seconde, et puis des accélérations qui sont en mètres par seconde moins 2. Ok ? Donc tout ça, c'est en gros toutes les unités qu'on a besoin de prendre en compte. Et donc vous voyez qu'en fait il n'y en a que 3. Hein. Il y a une unité de distance, là, une longueur, une masse et un temps. Donc fondamentalement, si je définis G, j'ai besoin de définir plus que 2 autres unités. Donc soit LM, soit LT, soit MT. Soit si on est un peu sioux, on veut définir une vitesse et un temps. Ou, et donc une fois qu'on a défini ces 2 autres unités, en fait la dernière qui nous manque, on la trouve juste par le calcul. Quoi. Okay. Donc ça c'est un truc qui se fait beaucoup. Et alors autant il y a des codes qui permettent de faire un peu tout à la fois, autant nous on va pas se faire chier parce qu'on fait ça pour un stream et pour s'amuser. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va définir une unité de longueur, donc length unit, et puis une unité de temps, non de masse, voilà, mass unit. Okay. Et donc à partir de ça, l'unité de temps elle va être trouvée toute seule, l'unité de vitesse va être trouvée toute seule, etc. Tout ça c'est mis en place tout seul comme un grand. D'accord ? Donc ces 3 trucs là maintenant ils vont nous permettre dans Params de définir les unités. Ah je vois que Mémébuts s'est connecté au stream. Salut Mémébuts, ça fait longtemps que j'ai pas eu de tes nouvelles, donc je suis content que tu sois là. Voilà, donc on va faire ça. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On va rouvrir notre petit fichier param et puis on va lire donc notre unité de longueur. Oui, pardon, je repasse sur le code. Hop. Et notre unité de masse. Bonne nuit à ton fils, Psycho Rapido, et bonne nuit à ton chat aussi. Hop, donc là on lit les unités. Donc lecture des unités. Hop, donc on va voir unit L. J'ai appelé ça unit L ou unit length. Non, length unit, j'ai appelé ça. Bon, c'est pas très consistant, mais c'est pas grave. Unit M. Alors, maintenant qu'on a ça, on va réfléchir 2 secondes. Je suis obligé de réfléchir 2 secondes. Je vais repasser sur la tablette. Donc, qu'est-ce qu'on veut, nous ? Ce qu'on veut, c'est que... on ait un fichier d'input. Et ce fichier d'input, il est en coordonnées physiques.
Je mets un petit phi pour dire que c'est les coordonnées physiques. Et ce qu'on veut, c'est le transformer dans notre code en unité code. C. D'accord? Donc à la lecture, en fait, on va avoir un phi to c sur les données. D'accord? On lit nos données, on les convertit dans les unités du code. Et les unités du code, c'est G égale 1, M égale 1, masse totale égale 1 et taille de la boîte égale 1. D'accord? Ça, c'est des unités du code. Et les unités physiques, c'est donc G égale G param, M égale M param et L égale L param. Et après, pour nos outputs, on va faire la conversion inverse, on revient sur les unités physiques, donc on fait du C to phi. D'accord? Donc l'idée, c'est nous, on file des trucs qui font du sens, qui sont en coordonnées physiques. Le code, lui, il va les adimensionner et les remettre, les risquer bien comme il faut pour qu'elles soient aux bonnes unités, pour faire son calcul sans qu'il perde de précision, sans qu'il ait de problème d'arrondi, de trucs comme ça. Et puis quand on écrit, on repasse tout en données physiques. D'accord? Donc, pour ça, on a plusieurs façons de procéder. Et donc, on va déjà calculer phi to c. D'accord? Phi, la fonction phi to c. Alors, on doit convertir notre G. Et on sait que G, c'est exprimé en... Alors, je vais avoir GC. C'est égal à 1. Et mon G phi, c'est égal à... Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je divise tout par l'unité de masse, l'unité de... Alors vous voyez, c'est là où c'est funky les unités, c'est qu'on se perd très très vite dans ce qu'on essaie de faire. Donc ce que je veux, c'est que ma masse totale non, ce que je veux, voilà, c'est ça. C'est pas, voilà, vous voyez, quand je dis que c'est confusant les unités. Là, ce que je veux, c'est des unités en CGS, par exemple, ou en MKS, ce que vous préférez. Alors pour les gens qui ne sont pas physiciens, CGS, centimètre, gramme, seconde, MKS, mètre, gramme, seconde. Mètre, kilogramme, seconde. Et je veux avoir mon G param ici, mon M param, et mon L param. Voilà. C'est ça qu'on veut. D'accord? Donc, mon G code, ça va être égal à G param. Mon G CGS, c'est 6,67, 10 exposant moins 8 centimètres cubes par gramme moins 1 par seconde moins 2. Ok. Mon MCGS, c'est 1 gramme. Mon CGS, mon M code, c'est M param. Et enfin, mon LCGS, c'est 1 cm et mon L code, c'est L param. D'accord? Donc, ma conversion d'unité, qu'est-ce que ça va dire? Phi to c, ça veut dire que si j'ai une longueur qui s'exprime en L centimètres, elle vaut L fois LC
sur LCGS, L param. L param, c'est le nom de, ouais, c'est le nom de l'unité, d'accord? Donc c'est-à-dire que dans L centimètres, je mets L param grandeur. Est-ce que ça fait sens? Oui, c'est ça. Je suis en centimètres, je divise par des centimètres, je multiplie par LC. Pareil pour M. Donc M grammes, ça va être égal à M fois LEMC sur MCGS des unités de masse. Là, je vais mettre unité de longueur. Et mon G, bah, c'est juste le G que je vais donner. Et du coup, il faut qu'on calcule l'unité de temps. Ok. Et l'unité de temps, alors, on sait que l'unité de G, c'est égal à, donc, en CGS, 6,67 10-8 cm3 par gramme moins 1 par seconde moins 2. Là, je lève la tête. CGS, mon amour. Ah, Maxime est là. Ouais, du coup, t'as raté le début de la discussion et je sais pas où t'es arrivé, si j'étais déjà en train de bien galérer, mais voilà. Donc, on a ça, ok? On sait que notre conversion vers notre G, ça va être de diviser ça par GCGS, ici. Donc, c'est ça. Et de le multiplier par notre G code. Ok? Je vais faire un peu de place ici. Et pareil, donc je vais convertir les unités comme je viens de le faire là. Donc c'est-à-dire que je vais faire en fait donc mon G de base, celui-là je le connais. Hein. Je vais faire ça. J'efface tout et je recommence pour que ce soit plus clair. Pardon. Je refais. GCGS, c'est 6,67 10 exposant moins 8. Donc, centimètre cube par gramme moins 1 par seconde moins 2. Voilà. Ok. Mon G, c'est égal à donc G param fois, on a dit que c'était L param au cube divisé par LCGS, mais c'est 1 cm. Voilà, LCGS au cube fois M param. Non, pardon. Hop, c'est divisé. Donc, divisé par M param MCGS fois TCGS au carré divisé par T param au carré. Okay. Donc l'avantage de ça, c'est que ça vaut 1 cm, ça vaut 1 gramme, ça vaut 1 seconde. Enfin, 1 cm3, 1 seconde au carré. Donc du coup, on se retrouve avec G param fois L param au cube divisé par M param fois T param au carré. Et là, on a notre conversion. Parce que G param on connaît, L param on connaît, M param on connaît, et on ne connaît pas T param. Mais T param, du coup, on le met de l'autre côté. T param, c'est égal à quoi? À G param sur G fois L param, je vais mettre LP parce que j'ai plus la place, sur MP sous une racine carrée. Et on a notre unité de temps. Voilà. Ça a l'air presque trop facile. J'ai dû me planter quelque part parce que je me plante toujours là-dessus. Mais a priori, là on a notre unité de temps. Ok.
Salut, es-tu développeur? Oui, je suis développeur professionnel pour un labo d'astrophysique. Euh, donc voilà. Alors, on va faire ces petites conversions du coup. Donc là, en fait, on a du coup la conversion euh, physique vers nos unités. Non, unité vers. Donc ça, c'est pour la conversion C vers phi. Et la conversion phi vers C, ça va être du coup, on divise par les facteurs qu'on a obtenus là. Ok. Donc hop, on va repasser sur le code. Autant dire qu'avec les physiciens autour de lui, ils rigolent pas tous les jours. C'est vrai, c'est dur d'être un codeur dans un milieu de physiciens. Je... Mais bon, on s'y fait, on s'habitue. Alors, unité de temps. Double unit t. Voilà. Et donc là, on a dit unity, c'est quoi? C'est donc là, on a constexpr double GCGS, CGS, qui est 667 10-8. Je vais l'extraire, je vais le mettre en dehors parce qu'il pourra peut-être nous servir pour autre chose, enfin pour reconvertir dans l'autre sens. Donc voilà. Et est-ce qu'il va nous servir? Peut-être. Bon, on verra. Unity, donc on a dit, c'est racine carrée de G divisé par GCGS fois unit, alors power de unit L au cube divisé par MP, donc unit M. Moi j'ai très certainement fait une connerie. On verra. Donc là on a lu nos unités. Bon, très bien, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir des unités qui nous sont données dans l'init, là, dans le fichier d'input. Et ce qu'on va faire, c'est juste, on va diviser par l'unité en question pour avoir le bon truc. Oui, c'est ça, parce que ce qu'on veut, c'est que par exemple notre unité physique, ce soit des... alors si... Ouais, c'est ça. On va donner notre unité physique. Et notre unité physique, ça va être par exemple... J'essaie de voir si je suis en train de faire une énorme connerie ou pas. Parce que là, ce que je veux, c'est que si j'ai une unité qui soit en, je sais pas, mégaparsec, et je veux revenir à 1 dans le code en fait. Donc je vais... C'est ça, je veux traiter des mégaparsecs, donc je vais faire unit L, c'est en mégaparsec, mes données sont en mégaparsec, enfin sont en CGS, et je vais diviser par ça pour avoir les unités en mégaparsec, c'est ça. Donc params.unit L, voilà. Position, c'est juste des positions, donc on divise par l'unité de distance. Alors je vais les mettre en ligne, ce sera plus clair. Voilà. Et la vitesse, il va falloir qu'on la divise par... alors là, ça, je vais diviser par params.unit m. Et ici, il faut que je divise par params.unit v, qu'on n'a pas encore calculé. Il faut surtout pas un point virgule là. Voilà. Et donc, mes paramètres, unit v, ici, unité de vitesse. Et alors, vous voyez que l'unité de vitesse, elle est triviale, hein, c'est unit L fois unit, enfin divisé par vitesse, distance sur temps. La fatigue de la journée. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se dit sur le chat? Est-ce que AstroMD possède un serveur Discord? Parce que je recherche un développeur pour pas tout de suite afin de développer une idée qui pourrait être énorme. J'ai pas de serveur Discord et je suis tellement booké que ça va être compliqué de développer pour les autres. Je vais trouver
les infos. Je pense pas que c'est le bon endroit pour trouver ça. Fiverr te permettra d'avoir ce qu'il te faut. Effectivement, Fiverr c'est une bonne piste pour trouver des gens pour travailler si tu as de quoi les payer. Mon idée, je préfère pas l'énoncer ici. Ok, bon. Donc voilà, donc on a nos unités, très bien. On les a, on a tout divisé par ce qu'il fallait. Ah ouais, mais je suis en train de faire une grosse connerie là, parce que ça va jamais marcher ça. Voilà, on recommence. Parce que là, je suis en train de diviser au milieu de la lecture du stream, donc comment dire, ça va être compliqué. On va refaire une passe derrière pour normaliser les données. Je vais même le faire dans une petite fonction parce qu'on va faire les choses un peu de manière un peu jolie. Ce sera mieux. Et puis on va faire un petit test et puis on s'arrêtera là et on fera peut-être la partie Cosmo une autre fois. Je peux essayer de charger les fichiers de Maxime peut-être, mais on verra. Voilà, et puis là ce qu'on va faire c'est juste que on va, alors j'ai dit une bêtise, je vais pas le faire dans une fonction, je vais le faire ici, pix divisé par params.unitL. Non, je vais le faire au moment où je recopie. Je vais avoir mes particules, donc particles, tac, ici. J'initialise, voilà, et là je peux le faire, c'est joli ça comme ça, params.unitL. Unit V, unit M. V. Voilà. Ok, donc là on a normalisé nos données. Et au moment où on va les écrire, donc il faut aussi que je le fasse dans l'autre sens. Donc, où est-ce qu'il est? Save solution. Donc la part ix fois params.unitL. Encore une fois. Et donc si on sauvait les autres données, il faudrait qu'on sauve aussi dans les bonnes unités, notamment si j'avais par exemple un format avec des métadonnées et que je mettais le temps dans la simulation, il faudrait que ce soit stocké sous la bonne unité, quoi. Mais là effectivement on a fait la conversion de temps, en fait elle nous sert que pour convertir les vitesses au début. Alors on peut voir la simu pour faire très bien, je vais essayer, hein. On va voir. Alors déjà est-ce que ça compile? Grande question. Normalement oui. Voilà. Ça compile. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est que on va prendre. Alors il est 37. Bon, je me donne encore on va dire 20 minutes pour faire le run avec les données que Maxime m'a fournies. Donc on va aller voir les données qu'il m'a fournies, comme ça ce sera l'occasion de faire ça s'appelle IC Cosmo. Donc là j'ai du 32 par 32 et alors les champs ça va être attends, c'est ça que tu m'as filé? Ouais, si c'est ça. J'ai un doute. Oui, si c'est ça, run 32. Voilà, donc donc ça a été généré avec le code musique. Est-ce qu'on doit pas faire pareil avec le Tmax et le DT? Ouais, en théorie, si t'as raison, et il faudrait qu'on fasse ça avec T et DT. Le problème. Alors, le problème qu'on va avoir avec T et DT, c'est que l'unité de temps on la connaît pas, donc c'est compliqué. Oui, c'est vrai, donc en fait ce qu'on voudrait c'est un output. Bon, pour l'instant on va la laisser comme ça, mais effectivement c'est un truc qu'il faut qu'on change. Mais là, effectivement, vu qu'on n'a pas encore de sensation vraiment de ce qui est physique, c'est un petit peu compliqué. Alors, le problème de ça, c'est maintenant que on est dans... On applaudit Wararu. Ouais, bravo. Donc voilà, donc ça c'est donc music, c'est un code qui génère des conditions initiales de run de cosmologie. Et donc là, il m'a fait plein de petits trucs et donc plein de petites simus de base. Donc là, c'est du 32 au cube, je crois. Donc 32 au cube, ça fait quoi?
quoi, ça fait 32 000 particules. Ouais, ça commence à être déjà un peu. Hein. Et c'est une cosmologie lambda CDM. Donc c'est le modèle, on va dire, le modèle couramment utilisé à l'heure actuelle pour faire des simulations de matière noire. Donc on a un extent qui fait 100 mégaparsecs. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va dire que l'unité de longueur, c'est le mégaparsec. Alors, le mégaparsec. Donc le mégaparsec, c'est alors 3, 0,86, 10, 21 ou 10, 23 en CGS. Maxime, tu dois savoir ça. C'est en méga, donc c'est pas 21, ça va être 24. J'ai un doute. Alors on va aller chercher sur internet. MPC in CGS cm. 3,24, 10 moins 23. Pourquoi j'avais 3,086? Ah bah si, oui, là, voilà. 3,086, 10, 24. Alors je sais pas pourquoi ils ont un 3,24 ici. Ah oui, non, c'est d'accord, c'est le facteur inverse en fait. Ok. 3, 10 exposant 24. Ah, je l'avais. C'était mon premier guess, non 3,24. 3, 24 cm. Non, c'est 3,085, 10 exposant 24. Ah oui, c'est ça. Désolé, je sais plus lire. Ok, donc on va se faire notre petit fichier de settings là, qui va bien. Désolé, c'est un peu laborieux ce soir, c'est la reprise. Donc on va faire cosmo32.ini, voilà. Je vais copier ce qu'il y avait dans mon box ici. Ok, alors, bon, trun, machin, tout ça on laisse. Ici, on va aller chercher du coup dans IC Cosmo et ça va s'appeler IC32 ASCII.dat. Alors il va falloir qu'on le bidouille le fichier parce qu'il manque une information qui est la masse, mais bon ça tant pis. Output on va dire Cosmo 32. C'est frec tous les 100, on va dire tous les pas de temps avec un 10 moins 24. 10 moins 4 ça va faire du 10 000 output. Ça va être beaucoup 10 000 output et ça va être beaucoup 10 000 pas de temps. On va faire 10 moins 3. 10 moins 3 et je suis même pas sûr qu'on aura le temps de le faire ce soir. Theta-crit on laisse à 1 et donc là ce qu'on veut c'est que notre G dans la simulation soit égal à 1. On a une unité de longueur qui est égale à, donc on a dit 3, 0,86, 10, 24. On a une unité de masse qui vaut, c'était où? C'était là, non, non, je suis bête, c'est là. L'unité de masse, elle vaut, alors MO, ça doit être des masses solaires. Donc une masse solaire, c'est 1, 989, 10, 22, 23. Putain, j'ai oublié mes CGS. Solar mass in grams 1,99, 10, 33, rien à voir. 10, 33. Donc, tout ça pour dire que 2,67 10 exposant 12 fois 1, 989, 10, 33. Des points, pas des virgules, non. On va le faire dans Python. On a dit fois msun et msun c'est 3. Pourquoi les CGS en astro? C'est en fait, alors ça va vachement varier des. Je sais pas si Maxime, t'as un gramme, c'est un peu l'intermédiaire entre la masse du Soleil et celle d'un proton. D'accord. Eh ben. D'accord. Ouais, voilà. Moi, je pensais que c'était historique parce qu'en fait, il y a beaucoup de codes d'astro qui viennent un peu commu plasma et du coup, les gens utilisent les CGS historiquement dans le plasma. Enfin, moi, c'est ce que j'avais entendu dire sur Ramsès. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais parce qu'il y a des codes qui utilisent aussi du MKS. Hein, mais c'est vrai que c'est discutable. De toute façon, il n'y a pas de bonne unité. Hein, il n'y a pas d'unité parfaite pour tout. Ok, donc
là, notre unité de masse, c'est 5, 30, 10, 45. Donc vous voyez qu'on jongle avec des unités qui sont fondamentalement différentes. Et si on normalise pas, eh ben, ce qui se passe, c'est qu'on va perdre plein d'informations dans la précision. La fenêtre de chat se met pas à jour dans le stream, c'est fâcheux ça. Pourquoi j'ai des bugs comme ça? Est-ce que c'est mieux là si je fais ça? Si je la rafraîchis à la main, je regarde parce que j'ai quand même une fenêtre de stream en même temps. Ouais, bon, ça a mis à jour. Donc, voilà. Ok, et donc l'unité de longueur, on a dit c'est 100 mégaparsec, donc ça va faire 10-26. Voilà. Et alors le petit problème qu'on a, c'est que il faut que je rajoute est-ce que je suis pas en train de faire une connerie là? Parce que mes unités, justement, elles sont pas du tout en... Elles sont déjà en unité code là en fait. Et mon G, il est donné, le G égale 1 j'imagine. Alors je lis le chat, parce que c'est toujours pénible les unités, donc il faut faire des pauses. On trouve des excuses a posteriori, mais comme en astro, on a genre 60 ordres de grandeur en masse, facile 25 en longueur et à peu près 15 en temps. Ça aide pas pour trouver une bonne unité. Oui, ça c'est un vrai gros problème qu'on a. Ok, bon, on va dire... Oui, et alors vous voyez que les unités, il y a des petits H là, donc ça c'est pour la cosmologie. Et on va prendre H égale 1. Alors est-ce que j'ai le droit de faire ça? Maxime, j'ai le droit de faire ça H égale 1 là pour pas me faire chier ou c'est péché? C'est normalement, donc c'est un univers en expansion sur les runs de cosmologie, donc il faut calculer tout avec des distances comobiles, donc c'est à dire que l'univers est en expansion, donc les trucs s'éloignent les uns des autres. Je sais pas, dites-moi. Et là en fait je suis en train de me dire qu'en fait il est où mon fichier de données? Mon run 32, alors j'ai run 32.log, là j'ai ASCII 32, voilà. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait il est déjà donné dans les bonnes unités. Donc en fait, on va rajouter un truc qui s'appelle convert input. Et là je vais le mettre à false. Voilà. Parce que des fois on veut pas convertir les inputs. C'est ça. Parce que là il s'est déjà converti en fait, donc on n'a pas besoin. Donc je vais faire convert input égale reader.get boolean dans physics convert input, et ça c'est à true par défaut, donc à vrai, et on va le mettre à faux ici pour est-ce que le fichier d'input est déjà normalisé? Donc vous voyez, les unités c'est une horreur, on déteste ça. On déteste ça, les unités. C'est pour ça quand on fait des runs à dimensionner, on fait des runs à dimensionner pour pas avoir ce genre de problème en fait, mais on peut pas toujours, hein, quand on fait de la vraie physique il faut des unités, etc. Ouais. Alors juste, ouais, je pense H égale 1, ça me va, ça vaut 0,7 en gros, mais ça va pas changer grand chose ici je pense. De mémoire, les données c'est en mégaparsec et en kilomètres par seconde, mais ça va être quelque part dans le fichier de... Ouais, c'est ce que je regardais là en fait, hein. Là t'as... Ah oui, non, ça c'est la masse totale. Ah non, c'est ça, ouais, masse des particules. Et puis les données, elles doivent être en mégaparsec, ouais, je pense. Donc, c'est pas dit. Attends, on va voir. Ouais, si, c'est ça, c'est en mégaparsec, parce que là, on fait jusqu'à 100, tu vois, et ça va jusqu'à la 95, 98, etc. Donc là, j'ai fait un x2, en fait, c'est ça, l'unité, et l'unité de masse, c'est ça. Voilà. L'unité de particules fois la masse solaire en gras. Ok. Et donc là, j'ai juste faire... donc ça, c'est bon, et c'est
je lis les inputs dans particles ou ici. Voilà, donc là on va faire juste if params. Donc là je vais faire en fait, je vais juste overrider unit L, unit V et unit M qui valent 1 par défaut. Et if params.convert input unit L égale params.unit L. Voilà, comme ça j'ai pas besoin de faire un gros if bourrin. Je le fais juste comme ça. Ok, voilà, et donc là tac, je vais faire un make et si ça passe on tente le run et on va voir. Ah, et il y a un petit souci aussi, c'est que j'ai pas de masse là. J'ai pas de masse dans mes fichiers de souvenirs. Ouais, j'ai pas de masse. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un script Python à l'arrache en mode giga bourrin, encore une fois, hein, parce qu'on aime ça. Donc je vais aller dans dataset IC Cosmo et je vais faire convert to input.py. Hop, alors là, j'ouvre dans Emacs parce que mon Python, j'aime bien le taper dans Emacs. Voilà, ça fait partie des trucs. Alors, import numpy. Donc là, on va faire import 6, filename 6.argv-1, dernier argument de la ligne de commande, data égale np.loadtext filename, shape, ça va être data.shape, shape de -1 plus égal 1. On rajoute, donc on a la shape, alors on va transformer ça en liste parce que ça doit être un tuple, donc on a la taille du truc, on rajoute une colonne pour normalement la masse, et puis tu vas pas supprimer les paramètres de la conversion, tu convertis toujours en gros. Non mais justement, alors je reviendrai dessus, mais Maxime, tu travailles sur quoi en fait? Il est astrophysicien aussi, donc voilà, c'est un de mes compadres, c'est lui qui, c'est à lui que sont destinés 99,9% de mes blagues sur Fortran sur Twitter. Et Emacs, c'est ça, hein, c'est l'éditeur de texte là. Mais c'était pas vraiment la question. Voilà, et donc là on va juste faire data to la colonne -1 c'est égal à 1, voilà, une unité de masse. Et maintenant on va faire np.saveText filename plus alors ouais, donc préfixe ça va être filename.split, on dégage le point, on prend ce qu'il y a avant. Voilà. Et puis on va faire préfixe plus point final point date. Voilà. Alors est-ce que ça marche? Convert to input i6 32 ASCII. Alors pourquoi je peux pas faire une liste? Oui, mais oui. J'ai fermé évidemment parce que ça va être .join préfixe. Voilà. Ah, alors voilà, qu'est-ce qui se passe dans mon préfixe là? i6.ascii. Bah ouais, tac tac tac, plus loin join. Donc là, si je fais ah bah oui, je suis stupide, j'ai oublié de mettre le fichier en fait, enfin les données quoi. Voilà, et donc là normalement j'ai assis final.date avec un petit 1 en dernière colonne. Ok. Donc si je reviens dans mon petit fichier paramètres, là, mon petit fichier settings, Cosmo 32, ici j'ai ASCII 32 final. Voilà.
Et donc voilà. Donc là, j'ai bien convert input false. Et donc pour revenir sur ce qu'on disait, hein, ici, si j'ai donc unit L égale 1, V égale 1, M égale 1, et donc je divise par défaut par 1. Et si j'ai convert input qui est actif, alors je prends l'unité. Donc du coup, là, je divise par 1, et du coup, ça change pas. Ça change pas. Voilà. Ok. Donc, on va la tenter. Je n'y crois absolument pas, mais voilà. Et il va falloir de toute façon que je m'enfuis parce que j'ai dépassé l'heure que je m'étais donnée. Donc, on verra la suite pour une prochaine fois. On va quand même faire le petit test parce que on est toujours curieux. Alors j'ai 28 086 particules. Depuis quand? Depuis quand? IC Cosmo, ICs, 32 ASCII, final.date. J'ai bien 32 768 particules. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai foutu encore? Bon, bah, ça a l'air d'être bien. Hein. C'est quoi cette histoire? Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? D'accord qu'on a bien 7 colonnes à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wait, what? Mon script de Python a fait une connerie là. Ah mais non, mais je suis oh la grosse fatigue, donc c'est un peu compliqué. Il est où mon compte? Ah non, il était dans le data. On va y arriver, CD, IC, Cosmo, Errors Convert. Voilà. Là, parce que je suis bête, j'ai oublié de faire en fait un nouveau fichier qui va s'appeler New Data. Alors, il y a peut-être un moyen plus simple de le faire, mais voilà. Là, je vais faire la manière que j'ai la plus simple. Tac. Est-ce que ça marche ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. Donc. 6, 32, ASCII.date. Ah oui, c'est en fait c'est zeros et ça va être shape. Alors qu'est-ce que ça dit? Cette tête de fin de stream, eh oui. Ah oui, tu as raison, je divise par params unit L. Oui, j'ai effectivement. Tu vois, c'est la fatigue là. Là, ça commence à bien monter. Alors, on était où? Oui, c'est ça, tout à fait. Et du coup, params.g, ça va être 1 ici aussi. Hein, ne pas oublier. Et d'ailleurs, il faut peut-être que je le... Non, c'est ça. Params.g. Ouais, c'est ça. Et mon G, c'est bien 1 ici. Ouais, c'est bon. Ok. Ok, on est bon. On est bon. Est-ce que ça passe maintenant? Alors, ça itère. C'est cool. Pourquoi je suis en mono... Ah non, je suis pas en monothread, c'est bon. Alors on va voir. On a déjà 4 itérations. Est-ce qu'il se passe des choses? Ça va être la grande surprise. Je vois que ma webcam rame bien.
Bon, ça va faire un call collapse très rapide, je pense. Donc il faut qu'on fasse gaffe aux unités. Je pense que ça va un poil trop vite de base. Ouais, voilà. Donc ça explose complètement. Bon, ce sera l'objectif du prochain stream, faire un vrai pas de temps adaptatif et puis regarder un petit peu pour avoir des choses qui soient un petit peu mieux parce que là effectivement en fait le pas de temps il va falloir le réduire drastiquement je pense. Donc si on fait peut-être du 10-5 et puis c'est frais que je sauverai à toutes les itérations. Ah oui c'est ça. Mets-toi le 3D là et puis on va essayer comme ça. Mais... Voilà, donc là on fait ce qui a été fait dans les années 90, c'est ça, c'est les premières grosses simulations. Mais là, je suis sur... J'ai l'impression il galère un peu là quand même. Est-ce que je suis encore en... Ah, mais je sais. Attendez, quand même, on va faire ça bien. On va faire ça bien quand même. Et après j'arrête, parce que il faut que j'aille faire à manger. Là, voilà, là on est en debug, on va passer en release. Je me disais aussi que ça allait bien lentement cette affaire. J'étais sûr qu'il n'arriverait pas à lâcher tant que c'était pas bien. Non mais il faut vraiment que je me casse en plus. C'est juste parce que là il y avait quand même un truc qui me chagrinait on va dire. Allez. Ah vous voyez ça va déjà vachement plus vite hein. Mais on voit que le CPU il est complètement sous-exploité par contre hein. Donc peut-être que si on met plus de particules ce sera mieux. Je pense. Bon on va voir. Je vais regarder ce que ça dit quand même. Ah alors là voilà on a la condition initiale. Je vais mettre les petites grilles. Alors là on va suffisamment lentement pour faire des choses. Donc est-ce que ça va être suffisant pour... c'est une limite trop lent là. Il se passe que dalle. Bon. Eh bien écoutez, ce que je vous propose comme deal, c'est je vais faire tourner le code et puis rendez-vous tout à l'heure ou demain sur Twitter pour la version jolie. Voilà. Eh ben, merci d'être venu pour ce stream encore une fois et puis on essaie de se refaire ça bientôt pour avoir commencé les streams de mécanique des fluides pour la prochaine fois. Et puis voilà. Et ben merci d'être venu et je vous dis à très très bientôt.